Je pense que l'Atlantide a été anéantie par une gigantesque inondation. Et il est possible que cette inondation résulte de la chute d'une météorite géante dans la région des Caraïbes. Si les géologues admettent que le niveau de la mer a effectivement monté il y a environ 10 000 ans, rien jusqu'à présent ne les autorise à croire qu'un astéroïde ou une comète de grande taille ait pu tomber dans la région à cette époque. Mais les convictions d'Erickson semblent inébranlables. Je pense que l'Atlantide n'est pas qu'un mythe. Certes, beaucoup de thèses fantaisistes circulent à ce sujet. Malgré tout, je crois que cette civilisation a réellement existé, qu'elle possédait des connaissances prodigieuses en matière de navigation, d'architecture, de mathématiques, qu'elle a vécu un âge d'or avant d'être anéantie par les flots, et qu'on peut en trouver des traces dans la culture maya en Amérique centrale. Pour la grande majorité des archéologues et des anthropologues, ce besoin d'expliquer la splendeur de la culture maya par une intervention extérieure peut à juste titre être considéré comme méprisant. Tel est l'avis de l'anthropologue Jeff Plumster. Il existe de nombreuses théories supposant que les cultures indigènes du Nouveau Monde doivent leur développement à l'intervention d'étrangers qui leur ont appris à construire leur cité. Pour moi, croire qu'ils n'auraient pas pu y arriver par leurs propres moyens, sans une aide venue de l'Ancien Monde, relève d'une attitude typiquement ethnocentrique. En plus, aucune preuve ne permet de l'affirmer. D'anciennes légendes d'Amérique centrale mentionnent bien l'arrivée de dieux barbus à la peau blanche venus de l'Est. Mais il n'existe aucune preuve formelle de leur venue. Et qu'en est-il de l'ancienne Égypte ? Pour certains, des hiéroglyphes témoignent du passage d'êtres d'une intelligence supérieure. Les Atlantes auraient-ils enseigné aux Égyptiens la façon de construire leurs pyramides? Auraient-ils laissé des archives dans une salle secrète située sous le Sphinx? Pour de nombreux passionnés de l'Atlantide, tous les chemins mènent en Égypte. Le temple égyptien le mieux conservé fut achevé en l'an 57 avant Jésus-Christ et consacré au dieu à tête de faucon Horus. Comme c'est souvent le cas pour les temples d'Égypte, l'histoire est littéralement écrite sur les murs. William Henry désire nous montrer ce qu'il estime être une preuve formelle et indéniable de l'existence de l'Atlantide. Nous sommes dans le temple d'Edfou, et ces hiéroglyphes racontent l'histoire d'extraterrestres qui sont venus sur Terre et ont créé une île qui ressemble beaucoup à celle que décrit Platon. En fait, je pense que ce que nous voyons sur ce temple constitue la source des écrits de Platon sur l'Atlantide. Platon affirme en effet que l'histoire de l'Atlantide lui a été rapportée par des prêtres égyptiens. Or, la construction du temple d'Edfou a commencé des dizaines d'années après la mort de Platon. La plupart des égyptologues pensent que la construction de cette statue colossale représentant une créature moitié homme, moitié lion est à peu près contemporaine de celle des pyramides, soit environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais William Henry est persuadé que le Sphinx est bien plus ancien.
Il fait sienne la théorie d'Edgar Cayce, selon laquelle la salle des archives des Atlantes aurait été dissimulée sous le Sphinx environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'ils auraient eux-mêmes supervisé la construction du monument. Personne ne sait précisément ce qui se trouve sous le Sphinx, mais des scientifiques affirment qu'il existe des chambres souterraines comme celles que décrivent les hiéroglyphes sur la statue. Cayce avait prédit que cette salle des archives serait découverte entre 1996 et 1998. Or, jusqu'à présent, la prophétie ne s'est pas réalisée. Néanmoins, pour l'ingénieur Bill Brown, la découverte de la salle des archives des Atlantes est imminente. Brown a passé de longues semaines à cartographier et à sonder le site à l'aide d'un système GPS et des géoradars. Il pense avoir trouvé quelque chose. J'étais sûr qu'on finirait par trouver quelque chose là-dessous. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Il existe une cavité à une dizaine de mètres sous le Sphinx. Elle est profonde d'environ 35 mètres. Elle est emplie de boue. Et dans cette boue, il y a des rayonnages. Des rayonnages? Pour ranger les documents des Atlantes, peut-être. Brown est persuadé qu'il est sur le point de faire une découverte majeure. La salle des archives contient tout le savoir des Atlantes et l'histoire de l'Atlantide avant sa destruction, ainsi que les causes de sa destruction, afin que nous en tirions les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Intéressant. Mais les Atlantes sont-ils réellement venus en Égypte pour construire des monuments? Et si oui, comment sont-ils arrivés sur les berges du Nil? William Henry pense avoir trouvé la réponse sur le site d'Abu Ghurab. Loin des circuits touristiques, à environ 1 heure de route de Gizeh, il renferme d'après les égyptologues les ruines de temples datant de la 5e dynastie. Or, pour notre guide, il n'y avait pas que des temples à cet endroit. Nous arrivons à Abu Ghurab, où s'élevait l'un des centres religieux les plus anciens du monde. Dans la région, le lieu est connu comme la piste d'atterrissage des ovnis. Mais je pense que ce sont les Atlantes qui sont arrivés ici par une porte des étoiles. Les Atlantes seraient les extraterrestres en question. Une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. William Henry croit que les Atlantes sont originaires de la constellation des Pléiades et qu'ils sont venus sur Terre grâce à une porte des étoiles, un dispositif imaginaire permettant de voyager dans l'espace et le temps. D'après lui, l'une de ces portes d'entrée se trouvait à Abu Ghurab. Peu de gens le savent, mais ce qu'on est en train de découvrir pourrait bouleverser toutes les théories sur l'Atlantide. Traversant un site désertique, William Henry se dirige vers ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Si on passe la main là-dessus, on sent que ces angles arrondis sont parfaitement lisses. On se demande comment on aurait pu obtenir ça avec des outils de bronze. Des égyptologues prétendent que c'est possible, mais tout à fait improbable. La précision, le poli de la pierre sont absolument incroyables. Quel est l'avis de la communauté scientifique à propos de tout cela?
L'égyptologue Salima Ikram est une spécialiste des momies et travaille sur des sites archéologiques depuis plus de 20 ans. Et elle conteste l'idée que des extraterrestres aient pu construire les monuments de l'ancienne Égypte. Certains semblent incapables d'admettre le fait que des Égyptiens aient pu construire tout cela sans une aide extérieure. Et je trouve que c'est insultant. Si les archives des Atlantes demeurent introuvables, en revanche, il existe de nombreux documents archéologiques relatant la façon dont les pyramides ont été construites par les Égyptiens. Et les moyens employés par les bâtisseurs n'ont rien de mystérieux. Les pyramides ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ, il y a environ 4500 ans, par les peuples de l'ancienne Égypte. Certains travailleurs étaient employés directement par le pharaon et d'autres étaient des paysans, exonérés d'impôts en échange de quelques mois de travail. À l'évidence, la réalité de paysans cherchant à payer moins d'impôts semble plus terre-à-terre que l'idée des extraterrestres bâtisseurs. William Henry cherche des réponses dans les étoiles, tandis que nombre d'historiens et de scientifiques sont persuadés que la légende de l'Atlantide n'est qu'une légende. Certains pensent que Platon s'est inspiré de faits et de lieux réels qu'il a trouvés tout près de chez lui. Si on veut à tout prix trouver l'origine de l'Atlantide, il est plus sage de chercher dans ce qu'on appelle l'Ancien Monde, quelque part en Méditerranée, au large de l'Espagne ou toute autre région connue par Platon. Nous sommes à Santorin, une île superbe au milieu de la mer Égée sur laquelle on trouve les vestiges d'une culture remarquable ayant existé plusieurs siècles avant Platon, à l'âge de bronze. Cette civilisation prospère et raffinée devait une bonne partie de sa richesse au commerce maritime qu'elle pratiquait dans toute la Méditerranée. Or, cette culture florissante disparut quasiment du jour au lendemain. Son histoire n'exhale-t-elle pas un petit parfum d'Atlantide? C'est en tout cas l'avis de nombreux chercheurs. Le moment est peut-être venu de garer nos véhicules interstellaires pour nous pencher sur ce qu'en disent archéologues et historiens. La description de Platon situe le continent disparu au-delà des colonnes d'Hercule, soit quelque part dans l'océan Atlantique. Mais l'univers du philosophe grec était celui de la Méditerranée. Dès lors, les colonnes d'Hercule auraient-elles pu désigner des rochers situés dans la mer Égée? Ces repères auraient-ils servi à localiser une île à la civilisation raffinée, pratiquant un commerce au long cours et défendue par une puissante armée? Une culture détruite par un cataclysme si violent que ses effets furent ressentis dans toute la région. Nous avons les preuves qu'un tel endroit a existé. Entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, la première véritable civilisation européenne s'est développée à Santorin et en Crète. Elle est connue sous le nom de culture minoenne. Ces vestiges révèlent des mœurs, un art et une technologie très évoluée. Le célèbre palais de Knossos était même pourvu d'un système de canalisation pour l'eau courante et les égouts.
Il s'agissait donc, à tout point de vue, d'une culture extrêmement développée. La civilisation minoenne a-t-elle inspiré l'Atlantide de Platon? Et quelle a été la cause de son déclin? La science peut nous apporter des réponses. Vers 1640 avant Jésus-Christ, 13 siècles avant Platon, une gigantesque éruption volcanique détruisit Santorin. Une grande partie de l'île disparut sous les flots et le raz-de-marée porta un coup fatal à la civilisation minoenne. En 1939, l'archéologue grec Spyridon Marinatos eut l'idée de pratiquer des excavations à Santorin dans l'espoir de découvrir des vestiges de cette culture. Et ce fut un succès. Protégé sous une énorme couche de cendres volcaniques, il trouva la ville minoenne d'Akrotiri. C'était une cité très moderne. Il y avait des maisons à plusieurs étages, des magasins où l'on stockait les céréales et le vin. Et bien sûr, les fresques absolument magnifiques. La ville a été détruite en l'espace de 24 heures par une éruption massive du volcan sur lequel elle était construite. Akrotiri correspond donc assez bien à la description de l'Atlantide donnée par Platon. Le professeur Marinatos fut le premier à faire le parallèle entre l'histoire d'Akrotiri et le récit de Platon. Le géologue Floyd McCoy partage les vues de l'archéologue grec. Platon nous parle d'une destruction soudaine, d'une explosion cataclysmique. Or, les seuls phénomènes naturels de ce genre que nous connaissions, ce sont les éruptions volcaniques. Sa connaissance des volcans permet à Floyd McCoy d'imaginer avec précision ce qui est arrivé aux habitants d'Akrotiri lors de la catastrophe. Supposons que nous nous trouvons à cet endroit il y a 3600 ans et que le volcan est entré en éruption. Nous voyons le sol de cette grande île s'ouvrir pour expulser un énorme nuage de cendres et de lave. Un panache éruptif haut de plusieurs milliers de mètres. Ensuite, une immense fissure qui s'agrandit dans cette direction. Une faille colossale dans laquelle la mer s'engouffre et provoque une explosion violente.